On a eu un hiver assez doux. Je me rappelle pas avoir eu des journées à -40, le ciel était souvent éclatant et les quelques nuages ont été généreux en neige blanche. Dû aux mesures sanitaires, les Québécois ont fait plus de plein air que d'habitude et ça en a peut-être réconcilié plus d'un avec l'hiver. Le mois de mars est maintenant bien entamé et l'équinoxe du printemps sera célébré dans quelques jours seulement. Le soleil nous agace depuis quelques semaines déjà et dépose sur notre peau la promesse d'un été salvateur. Par contre, cette chaleur hâtive peut pas seulement être annonciatrice de bonnes nouvelles. En effet, une analyse de données de température démontre que dans l'hémisphère nord, les conditions météorologiques printanières arrivent en moyenne près de 10 jours plus tôt que dans les années 50. Et ça peut être lourd de conséquences. Salut! Oh, c'est lumineux ça! Oh boy! Alors, j'ai hésité longtemps sur le sujet de cette vidéo-là. Je voulais faire un vlog pour terminer l'hiver parce que j'en avais fait un pour le commencer juste avant Noël. Mais en même temps, je voulais parler du printemps, mais je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup de capsules d'affilée où c'était comme un vlog slash je parle en hors-champ d'une voix suave sur des images hivernales. Donc, j'ai voulu faire un petit peu différent pour aujourd'hui. Tu sais, il est temps que je recommence le vrai contenu sur ma chaîne. Vrai. Puis dans les dernières semaines, j'ai remarqué à quel point on avait des journées chaudes là, dès février. Là. J'ai donc fait mes recherches et j'ai trouvé plein d'informations pertinentes concernant les conséquences possibles d'un printemps hâtif sur le climat, sur les écosystèmes. J'ai donc eu envie de faire une capsule qui mélangeait infos climatiques urgentes et poésie saisonnière. Vous me direz en commentaire après la vidéo ce que vous en avez pensé, puis n'oubliez pas de laisser un pouce et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le printemps peut sembler être une saison ingrate. Il n'y a plus assez de neige pour que ça ressemble à Narnia et qu'on puisse pratiquer des sports d'hiver, puis il fait pas assez chaud pour se rouler dans l'herbe et se baigner. Pourtant, quand je respire l'odeur du printemps, cette odeur créée par les rayons du soleil qui réchauffent la terre encore humide, qui laisse place aux bulbes de vivaces qui émergent timidement après des mois de sommeil, je me rappelle à quel point c'est la plus belle des saisons. Les arbres ont peut-être plus le même panache qu'en février, mais l'ambiance qui règne dans l'hémisphère nord est pleine de promesses. Mon cerveau s'active frénétiquement, cherchant à accomplir une tonne de choses, et son débit d'émotions positives s'intensifie à mesure que le soleil se rapproche. Même quand la neige fond à vue d'œil, je sais qu'à ce temps de l'année, on n'en a pas fini avec elle. Elle va revenir par bordées pour encore plusieurs semaines. Si ce phénomène me fâchait enfant, aujourd'hui j'ai fait la paix avec ça. Ça fait partie du cycle de la nature boréale. Niveau cueillette, il n'y a pas grand-chose qui se passe en ce moment, à part peut-être les branches de conifères qui sont toujours bonnes en infusion. En ce moment, je cherche les fraîches branches de sapin les plus jeunes à cueillir et je sais que le meilleur s'en vient en avril, c'est-à-dire les pousses de sapin qui seront encore plus goûteuses. À moins que les températures tièdes de la fin de l'hiver aient accéléré le bourgeonnement des arbres et des arbustes qui seront déstabilisés par tous ces gels et dégels. En effet, l'hiver doux de cette année est conforme aux tendances climatiques observées au cours du siècle dernier. David Sachin, un climatologue de l'Université de Regina, affirme que quand, pendant l'hiver, les températures montent trop souvent au-dessus de zéro, la neige fond périodiquement tout au long de la saison, ce qui entraîne un déficit de neige au printemps et donc des probabilités accrues de sécheresse à l'été. Parce qu'un printemps plus chaud, plus tôt, ça a un effet domino sur le reste de l'année. Il n'y a plus rien qui est harmonieux. La chaleur va dessécher les sols, puis à la fin de l'été, les incendies vont être prêts à attaquer. Aussi, printemps hâtif égale neige qui fond hâtivement. Ça devance les crues d'1 à 2 semaines, ça fait donc déborder les cours d'eau et ça augmente le risque d'inondation. Comme je le disais, même en hiver, on remarque des changements depuis quelques années. Les froids extrêmes sont moins fréquents, moins longs surtout, moins intenses. Il y a plus de précipitations, mais c'est pas toujours de la neige. Et il y a plus d'alternance gel-dégel. J'ai vu, dès le mois de février, des bourgeons sur certains arbustes. C'était probablement dû aux températures nettement
au-dessus de zéro qui avait été vu en février, au soleil qui tapait fort sur elles, puis elles se sont dit, ces bourgeons-là, parce que je sais que c'est un bourgeon, mais on va dire que c'est féminin, c'est bien plus joli. Elles se sont dit, ces bourgeons-là, éclosons, c'est le printemps. Peut-être qu'il va y avoir une floraison hâtive pour certains arbres, ce qui va contenter quelques abeilles, mais j'ai quand même l'impression que ça va fragiliser tout un écosystème, ce phénomène-là. C'est sûr que c'est plus complexe que ça. Il y a sûrement d'autres conséquences que je n'aime pas, que j'explique pas, qui sont dues au printemps hâtif. Par exemple, peut-être des animaux qui sortent de leur hibernation trop tôt ou des oiseaux qui reviennent de leur long voyage quelques semaines trop tôt. Mais tout ce que je vous décris là, c'est le principe du réchauffement climatique qui accélère la fonte des glaciers, qui provoque l'augmentation du niveau des mers, la disparition des espèces, l'érosion des berges, l'inondation de villages entiers. Probablement que tout ça, vous connaissez ça, surtout si vous me suivez depuis un bout ou mieux si vous étudiez là-dedans. J'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup d'étudiants en sciences, genre à l'Université de Sherbrooke, qui me suivaient, en tout cas surtout sur Instagram, ça m'intimide un petit peu. D'ailleurs, je vous conseille ma vidéo « Les gaz à effet de serre pour les nuls » si vous vous sentez pas tout à fait à l'aise dans ce domaine-là, dans ce sujet-là. Autre affaire, faut pas non plus mélanger climat et météo. C'est pas parce que le réchauffement climatique existe qu'il y aura pas des journées vraiment plus froides ou même des hivers plus froids. Les changements sont globaux, ils se font vraiment à long terme, donc laissez-vous pas avoir par des arguments climato-sceptiques les journées en mars où il fait -16. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les changements climatiques, c'est aussi une augmentation des épisodes de météo extrême. Donc plus de sécheresse, mais aussi plus de précipitations. Ça peut être mélangeant, mais pour faire simple, le climat se déséquilibre. Quand il va faire chaud puis sec, il va faire chaud puis sec pour vrai, puis quand il va pleuvoir pour vrai. Ça va affecter les forêts, les sols qui sont habitués à un équilibre. Parce qu'eux sont pas habitués, ils n'ont pas évolué pour résister à des semaines et des semaines sans pluie, puis ensuite être inondés par des jours et des jours et des jours de pluie sans arrêt. Bon, alors avant de se quitter, on va discuter des solutions à long terme. Il faut bien sûr diminuer nos émissions de gaz à effet de serre en diminuant l'auto-solo, notre consommation de viande ou en achetant en majorité seconde main, mais il faut surtout s'adapter à ce qui s'en vient. Il y a une tonne de solutions d'adaptation qui s'appliquent au domaine de l'agriculture, de la construction de bâtiments, de la foresterie, puis je sais que c'est un peu déprimant d'être rendu à l'étape où on doit s'adapter au lieu de revirer de bord les changements climatiques. Mais j'ai confiance en la capacité d'adaptation de l'être humain, surtout que cette adaptation-là, ça veut aussi dire être capable, être obligé à long terme d'optimiser les ressources. Par exemple, en agriculture, on propose des bandes riveraines, c'est-à-dire des zones de végétation qui seraient placées près des cours d'eau, vraiment sur le bord des cours d'eau en zone agricole. Question de réguler, d'absorber le surplus d'eau si ça déborde, de vraiment l'emmagasiner si jamais il y a des fortes chaleurs. On pense aussi à développer des espèces hybrides de plantes qui seraient davantage adaptées au climat futur, c'est-à-dire plus de sécheresse. Niveau infrastructure, on veut aussi modifier les villes, les routes, les chaussées qui vont pouvoir récupérer les surplus d'eau issus du surplus de précipitations. On doit implanter dans les villes des réseaux de gestion d'eau pluviale. On songe à ne plus bâtir d'édifices sur le pergélisol en milieu nordique. Le pergélisol, c'est un sol qui est supposé être gelé en permanence, mais dû au réchauffement climatique, ils font de plus en plus, qui met en danger des villages entiers, en tout cas tous les bâtiments qui auraient été construits là-dessus. Puis ensuite, ça libère du méthane, puis là, c'est comme un cycle sans fin. Dès maintenant, c'est indubitable que les infrastructures, les bâtiments qui sont construits doivent fonctionner à la géothermie pour optimiser l'utilisation de leurs ressources, doivent être capables de récupérer l'eau de pluie sur leur toit, d'avoir un toit vert qui absorbe justement l'eau de pluie, qui est capable de créer des fruits et des légumes, mais surtout qui est capable de climatiser naturellement le bâtiment. En foresterie, on va devoir modifier les machines pour pas qu'ils abîment le sol qui sera déjà fragilisé par l'augmentation des précipitations. Bref, on est en 2021, c'est pas vrai que on va réussir à revenir aux hivers au printemps qu'on avait en 1950. On peut peut-être stopper l'augmentation des gaz à effet de serre, l'augmentation du réchauffement climatique, mais à partir de maintenant, on peut pas vraiment reculer en arrière. Donc c'est sûr qu'il faut s'adapter, puis il faut vraiment se pencher là-dessus. Il faut comprendre à long terme comment on va pouvoir optimiser nos ressources pour pouvoir continuer à cultiver des fruits, des légumes. L'eau va être de moins en moins potable parce que la crue des eaux au printemps, je sais pas, va modifier la façon dont l'eau va être traitée. Je dis ça
ma prochaine vidéo va probablement porter sur l'eau au début du mois d'avril. Donc, d'ici là, je vais probablement récolter plus d'informations à ce niveau-là. Donc, restez pas loin si c'est un sujet qui vous intéresse. Sinon, c'est là-dessus que je conclue ma vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce format-là, qui est un format un peu... poésie du paysage avec information climatique. Tu sais, je réalise que je parle de beaucoup de choses sur ma chaîne, sur Instagram, qui concernent les astuces au quotidien, mais le phénomène des changements climatiques, je l'ai pas tant abordé que ça. Je l'ai abordé comme il y a 2 ans, mais je pense que je m'y suis pas assez penchée. Puis je trouve que d'en parler tout en montrant des paysages qui prouvent ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire la fonte active des neiges, c'est encore plus pertinent. Bref, abonnez-vous aux plateformes Bravo Mode sur YouTube et Instagram, et là-dessus, on se dit à dans 2 semaines, à moins qu'un miracle arrive et que j'en fasse une la semaine prochaine, mais ça m'étonnerait.